j'espère que vous voyez à quel point ces éclairages nous amènent sur des pistes qu'on n'aurait peut-être pas anticipées au départ. On va prolonger avec un philosophe, avec Fabrice Gide. Je donnerai la parole à Corinne, et ensuite, comme je sais, vous avez vu le carnet de notes, qui est un grand classique de Jean-Claude Amezen, je crois qu'il en consomme à peu près 2 par jour, et c'est l'homme des synthèses. Vous verrez à quel point il va nous ramener ensuite un certain nombre d'éléments qui vont ensuite porter un autre niveau. Je donne la parole donc à Fabrice Gide. Donc à la Fondation Médéric Alzheimer, vous êtes vraiment au cœur de la réalité de la maladie, vous êtes sur le terrain, à la fois dans des études que vous faites sur la réalité au domicile, 70% des personnes qui sont atteintes de cette maladie restent chez elles très très longtemps, puis ensuite il y a une autre partie, c'est l'institution, donc le regard du philosophe alzheimeriste sur ces questions. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je vais à la fois être très ambitieux et très modeste. Très ambitieux parce que je vais essayer d'attaquer de front le rapport entre cette maladie d'Alzheimer et ces notions très complexes de dépendance et de vulnérabilité, et en même temps très modeste parce que j'ai conscience que c'est des questions vraiment délicates. On a commencé à le voir et donc considérer cela comme un état provisoire de ma réflexion. Je rends à César ce qui est à César. J'ai beaucoup lu et beaucoup travaillé pour préparer cette intervention. 2 textes qui ne sont pas des textes de philosophie. Premièrement, le rapport du groupe de travail Société et vieillissement qui avait été institué par Madame Bachelot dans le cadre du débat sur la dépendance, et une étude du professeur Xavier Lagarde qu'on trouve dans le rapport annuel 2009 de la Cour de cassation, où il y a une étude sur la vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, les notions de dépendance et de vulnérabilité posent un problème conceptuel, d'abord en raison, pour moi, de leur diversité et de leur hétérogénéité. Il n'y a pas grand-chose de commun entre la dépendance matérielle et affective de l'enfant par rapport à ses parents, la dépendance de l'alcoolique ou du toxicomane par rapport à sa drogue, la dépendance socio-économique de la femme ou de l'homme qui est au foyer par rapport à son conjoint qui travaille. De même, pour la vulnérabilité, Xavier Lagarde observe que dans les arrêts de la Cour de cassation sont considérées comme des formes de la vulnérabilité des réalités très différentes, des personnes très différentes, les enfants, les étrangers placés en zone de rétention, les majeurs protégés, les particuliers surendettés, les personnes âgées ou celles dont la santé est altérée, les salariés précaires, les stagiaires, les nouveaux esclaves. Vous voyez que dans tous ces exemples, la dépendance et la vulnérabilité sont à la fois tantôt, il y en a des formes qu'on considérerait comme normales, d'autres comme anormales ou pathologiques, d'autres qu'on aurait tendance à considérer comme naturelles, l'enfant, ou plutôt d'origine sociale. Et puis ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'elles sont à la fois, cette dépendance et cette vulnérabilité, un état. On est plus ou moins dépendant, on est plus ou moins vulnérable, et une relation. On est dépendant ou vulnérable par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Alors si on essaye de dépasser cette hétérogénéité première, il y a 3 caractères qui me semblent communs à ces 2 notions. Premièrement, elles paraissent liées à des périodes relativement déterminées de la vie, comme la petite enfance ou le grand âge, ou à des modalités particulières de l'existence, la maladie, le handicap, ou à des situations de la vie où nos capacités d'action sont limitées. Donc elles sont étroitement liées à la notion d'incapacité, en particulier à des limitations temporaires ou durables de nos capacités, qu'elles soient physiques, psychiques, économiques ou juridiques. Deuxièmement, dans tous les exemples que j'ai cités, et Dominique Régnier l'a souligné, ces notions sont très étroitement liées à la notion d'autonomie, comme limitation de la capacité d'agir, comme difficulté de l'individu à maîtriser ce qui l'entoure, à s'en défendre, comme précarité de la vie sous toutes ses formes. La dépendance et la vulnérabilité apparaissent comme le contraire de l'autonomie. Troisièmement, elles apparaissent comme des états qui sont voués à être dépassés, comme l'enfance, à être combattus, comme la maladie, ou à être socialement compensés, comme le handicap. Et ce, d'autant plus que, donc on n'en reste pas, le but est de ne pas en rester à cet état de dépendance. D'autant plus que la relation de dépendance, ou de vulnérabilité, porte toujours en elle, parce qu'elle est de nature asymétrique, un risque d'assujettissement. Vous voyez que je suis très proche des analyses qui ont été développées jusqu'à présent. C'est ce que j'appellerais le paradoxe de la dépendance ou de la vulnérabilité, les tentatives qu'on a pour essayer de réduire les effets de la dépendance et de la vulnérabilité risquent toujours paradoxalement d'augmenter cette
cette dépendance et cette vulnérabilité, autrement dit de réduire l'autonomie. Maintenant, si on en vient au rapport de ces deux notions avec la maladie d'Alzheimer, je pense que le débat, la façon dont je comprends le débat contemporain, est de savoir s'il faut se donner une conception restreinte de ces notions, auquel cas elle caractériserait la maladie d'Alzheimer, ou s'il faut s'en donner une notion beaucoup plus large. Je vais essayer de montrer les intérêts, rapidement, les intérêts et les avantages de ces deux positions, donnant quelques exemples, et d'esquisser, mais Emmanuel m'arrêtera certainement avant, une manière peut-être différente de voir les choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait militer pour une conception restreinte de la dépendance et de la vulnérabilité? Tout simplement les définissant, alors ma définition est un peu longue, mais j'ai déjà introduit des éléments, on peut les définir comme un état de limitation temporaire ou durable des capacités d'action qui est voué à être dépassé par une relation asymétrique qui porte en elle le risque d'accroître la perte d'autonomie. En ce sens, il est parfaitement vrai de dire que la maladie d'Alzheimer se caractérise par une dépendance et une vulnérabilité. En ce sens, je serais d'accord pour dire que la maladie d'Alzheimer occasionne une dépendance et pas simplement un handicap, parce qu'il y a des polypathologies, parce qu'il y a plusieurs formes de handicap qui se cumulent, et parce qu'il y a une combinaison du vieillissement et de la maladie chronique. Ensuite, on pourrait aussi affirmer que c'est une vulnérabilité qui se distingue de la simple fragilité, vous savez, qui est en train d'émerger en ce moment dans le domaine de la gériatrie, cette notion de fragilité comme le facteur de risque, comme en fait, les gens fragiles, ce sont les gens qui ne sont âgés fragiles, ce sont les gens qui ne sont plus robustes, mais qui ne sont pas encore vulnérables ou dépendants. C'est une catégorie intermédiaire qui se situe au niveau populationnel. Et donc, en ce sens-là, il y a une fragilité biologique, une vulnérabilité accrue à des agressions. Et en ce sens-là, on peut garder ce sens restreint. Alors, les avantages d'une telle conception, ils sont assez évidents. Ils nous rappellent que d'une conception restreinte de la dépendance et de la vulnérabilité, ça nous rappelle que le vieillissement n'est pas synonyme de dépendance, ni de vulnérabilité, que la perte d'autonomie des personnes âgées ne touche qu'une minorité de ces personnes, que même si la prévalence de la perte d'autonomie augmente avec l'âge, toutes les personnes âgées ne sont pas en perte d'autonomie. Deuxièmement, ça permet de discriminer le plus finement possible des personnes parmi les âgés qui ont besoin d'une aide et de déterminer laquelle. On critique souvent la grille Agir qui sert à évaluer le degré de perte d'autonomie et des besoins, mais sa fonction, c'est une fonction non pas théorique, c'est une fonction opératoire, essayer de cerner les besoins. Il y a malgré tous les désaccords un consensus sur le fait qu'un GR4, ça définit, ça caractérise quand même des besoins particuliers. Troisième intérêt de ce concept, c'est que ça permet une politique de prévention via ce concept de fragilité. Ça permet d'identifier des caractéristiques, notamment médicales, perte de poids, diminution de la force physique, faible endurance, etc., qui alertent comme des facteurs de risque de vulnérabilité. Donc ça peut permettre de mieux identifier et de comprendre les besoins et de mieux cibler les actions de prévention. Les inconvénients de cette conception restreinte de l'autonomie, qui me semblent aussi assez évidents, c'est premièrement, ils ont été très bien mis en évidence par un auteur, notamment pour la dépendance que vous connaissez, qui s'appelle Bernard Ennuyé, qui montre la construction de cette catégorie de dépendance comme construction récente liée au développement de la gériatrie, et précisément de ces prestations de dépendance. Et il montre que cette conception restreinte de la dépendance a 4 inconvénients. Elle introduit une segmentation discutable puisque l'âge devient un critère fondamental. 59 ans, si vous avez une maladie d'Alzheimer, vous entrez dans le champ du handicap, et si vous en avez 61, vous entrez dans le champ de la dépendance. Deuxièmement, ça conduit à une stigmatisation d'une partie de la population, puisque ça conduit à se représenter un certain nombre de personnes âgées comme des vieillards à la charge de leur entourage et de la société. Troisièmement, dit Bernard Ennuyé, c'est une approche réductrice du phénomène, parce que cela fait de la dépendance un phénomène naturel, médical et individuel, sans prendre en compte ces facteurs sociaux ou sociétaux qui interviennent dans la survenue de la perte d'autonomie. Enfin, dit-il, ça favorise une vision médicale et assistentielle au lieu d'une visée sociale intégrative et une politique spécifique
au lieu de mesures qui viseraient à répondre à toutes les situations de dépendance, quelle que soit leur cause et quel que soit l'âge de l'individu. C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'auteurs militent pour une conception beaucoup plus extensive de ces deux notions. Il y a un courant qui le fait en particulier dans le champ de la philosophie morale, c'est l'éthique du care, dont je vais parler un petit peu. J'espère que j'empiète pas sur tes planements. Il y aurait d'autres auteurs qu'on pourrait citer qui font la même chose. L'éthique du care, c'est un courant de pensée d'origine nord-américaine qui trouve ses racines dans le féminisme, dans les mouvements féministes, qui ne s'y réduit pas, et qu'on trouve notamment exposé dans les travaux de Carol Gilligan ou John Tronto. L'archétype de ces éthiques, c'est le rapport de la mère à l'enfant. C'est aussi le soin, l'attention, la sollicitude, le souci que l'aide-soignante ou l'auxiliaire de vie porte à la personne dépendante et vulnérable. Donc c'est à la fois une manière de percevoir le monde et les autres, avec le sentiment qu'on a une responsabilité à leur égard, une manière d'être préoccupé par eux, caractérisée par le souci de leur bien-être et de leur autonomie, et une manière de s'en préoccuper concrètement par des soins et des tâches qui visent à assurer leur confort. Donc il y a deux grandes idées ici. C'est premièrement que la dépendance et la vulnérabilité ne sont pas des états transitoires, des attributs accidentels de l'humanité liés à certaines périodes de la vie, mais que ce sont des invariants anthropologiques, des modalités irréductibles de notre rapport au monde, des éléments fondamentaux de toute existence humaine. Nous ne sommes jamais indépendants ou invulnérables, nous sommes fondamentalement des êtres vulnérables, des êtres de besoin, des êtres relationnels, des êtres dépendants. Deuxième grande idée, c'est que, pour ce qui est de la dépendance comme relation, c'est que certaines relations de dépendance peuvent effectivement accroître la vulnérabilité. C'est le premier sens du mot dépendant. Je suis dépendant si je suis sous l'autorité ou sous l'emprise d'un autre. Mais pour les tenants de l'éthique du care, cette relation asymétrique de dépendance peut aussi être positive. C'est son deuxième sens. Et dépendant, celui qui ne peut se réaliser sans l'action ou l'intervention d'un tiers, d'un autre. Donc c'est l'idée que la relation de dépendance n'est pas nécessairement contradictoire avec l'autonomie. C'est ce que Dominique Régnier illustrait tout à l'heure avec l'émancipation de l'enfant. Donc, selon ces auteurs, il ne faut pas avoir peur de cette asymétrie qui constitue la relation de dépendance et la sensibilité à autrui qu'on appelle vulnérabilité. Il ne faut pas nécessairement vouloir dépasser, supprimer ou compenser la dépendance et la vulnérabilité. Ce qu'il faut, selon ces auteurs, c'est les reconnaître et les rendre vivables. Pour ceux d'entre vous que la maladie d'Alzheimer intéresse et qui ont lu l'ouvrage de Peter Whitehouse, Le mythe de la maladie d'Alzheimer, il est sur des positions analogues. Il ne défend pas du tout une éthique du care, mais il est sur une position assez analogue dans l'idée. En disant que l'Alzheimer, c'est simplement une forme de vieillissement problématique, qu'il faut la décatégoriser. Il y a trois intérêts de ces analyses. Premièrement, elles permettent effectivement de reconnaître le caractère fondamental de la dépendance entendue comme interdépendance, et le caractère essentiel de la vulnérabilité entendu comme sensibilité à la souffrance d'autrui, ce qui permet de lutter contre la stigmatisation dont sont victimes les personnes dépendantes, et ce qui permet de redonner une place dans la morale aux sentiments, à l'émotion et aux affects, et cela permet aussi de revaloriser un certain nombre de métiers, justement les métiers qu'on appelle les métiers du care, les gens qui prennent soin au quotidien, les gens qui font ce qu'on appelle du nursing, des activités d'accompagnement qui sont peu valorisées, ça permet de montrer au contraire leur très grande importance. Donc ici c'est l'idée, donc ça permet enfin troisièmement de penser la dépendance sur le modèle du handicap et même d'après le modèle social du handicap. C'est très bien dit dans le rapport du groupe de travail sur la dépendance. Je cite, « La perte d'autonomie observée parfois aux âges avancés est, comme le handicap, la conséquence d'une interaction entre des personnes qui présentent des limitations fonctionnelles et un environnement. » Interaction entre des limitations fonctionnelles et un environnement. Ce ne sont pas les limitations fonctionnelles qui constituent le handicap. Le handicap, il est constitué aussi du fait que l'environnement n'est pas adapté à ces limitations fonctionnelles. Ensuite, les inconvénients de cette position me semblent aussi importants. Premièrement, il me semble que toutes ces théories ont quand même une très grande
de très grandes difficultés à penser que certaines formes de perte d'autonomie sont un peu plus tragiques et un peu plus dramatiques, en tout cas plus difficiles à vivre et à supporter que les autres. On peut reconnaître que l'interdépendance est un élément fondamental de la condition humaine, entre parenthèses, la crise de la dette nous le rappelle, sans nier que la dépendance et la vulnérabilité d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer au stade sévère sont très différentes de la dépendance qui était la sienne quand elle était en bonne santé et de la vulnérabilité qui était la sienne quelques années auparavant. Le professeur Xavier Lagarde le dit de manière très claire, tout un chacun est en permanence exposé à quelques risques, mais pour que la notion de vulnérabilité soit exploitable, il faut restreindre son champ. Sinon, à force d'être partout, la notion de vulnérabilité ou d'interdépendance, elle ne serait plus nulle part. Deuxièmement, je ne peux m'empêcher de penser qu'en insistant à ce point sur les notions de dépendance et de vulnérabilité, cette approche se fait un peu au détriment de la valeur d'autonomie. Je pense que pour les éthiques du Caire, non seulement nous ne sommes pas autonomes au sens d'autosuffisance, mais l'autonomie comme indépendance n'est pas une fin et une valeur morale, ce qui me pose quand même de petits problèmes. Donc, comment on peut essayer de sortir de la chose? Je vais esquisser les choses très rapidement, puisqu'Emmanuel me fait signe que j'ai largement dépassé mon temps. Je pense qu'il faut suivre la préconisation qui a été faite par Dominique Régnier, c'est-à-dire partir de la notion d'autonomie et partir d'une distinction de dimensions différentes de l'autonomie. Pour moi, il faut distinguer trois dimensions de l'autonomie. L'autonomie fonctionnelle, la capacité à effectuer seul des actes nécessaires à l'existence. L'autonomie morale ou l'autonomie de la volonté, la capacité à mener une vie conforme à son caractère, à poser soi-même les principes qui devraient gouverner sa vie. Et l'autonomie citoyenne, c'est-à-dire la capacité à participer de manière pleine et entière à la vie de la cité, en particulier, mais pas seulement, aux petites et aux grandes décisions de la communauté. Je vous proposerai volontiers de concevoir que la dépendance, c'est le contraire de l'autonomie fonctionnelle. La dépendance, elle a un sens à partir du moment où on parle de dépendance fonctionnelle. Elle vise sur cette première dimension. À mon avis, la vulnérabilité, on pourrait essayer de la comprendre comme la perte de l'autonomie, ce que j'ai appelé l'autonomie citoyenne. Vous le voyez très bien dans le cas de la capacité juridique, où lorsque vous êtes prenons les exemples, vous êtes au chômage, vous avez un empêchement dans l'exercice du plein épanouissement de vos capacités. Moi, je vous proposerais, pour les cerner, il faut parler de dépendance fonctionnelle opposée à l'autonomie fonctionnelle et parler de vulnérabilité en ayant en tête que ce que cela désigne d'abord, c'est une vulnérabilité opposée à l'autonomie citoyenne. Pensez par exemple, c'est très bête, mais pensez aux difficultés qu'ont les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer pour gérer leurs finances, il y a des difficultés à ce niveau-là, ou pour exercer leur qualité de citoyen dans une société. Donc, j'insisterai à partir de là sur deux choses. L'évolutivité de cet état de perte d'autonomie. Il est vraiment frappant dans la maladie d'Alzheimer, on l'oublie en permanence. Je crois que de même que l'autonomie ne s'acquiert pas en un jour, de même elle ne disparaît pas lorsqu'un diagnostic de maladie d'Alzheimer est prononcé ou lorsqu'une mesure de protection juridique est instaurée. Et puis, j'insisterai sur son caractère fondamentalement relationnel et sur l'interaction entre les différents sens de l'autonomie. Je pense que si l'objectif est de promouvoir l'autonomie, il faut toujours que les trois dimensions se complètent. Ça ne sert à rien d'essayer de promouvoir l'autonomie fonctionnelle de quelqu'un pour qui ça n'a pas de sens, pour qui l'activité n'a pas de sens. De même, on peut aussi promouvoir l'autonomie de manière sociétale, comme l'a fait la réforme des tutelles de 2007, en affirmant qu'on peut être sous tutelle et continuer d'avoir la capacité de voter, en permettant de mettre en œuvre d'autres réformes récentes, mais des directives anticipées, une personne de confiance, tout ce qui vient soutenir, mais c'est des éléments juridiques, citoyens, qui viennent soutenir la volonté au deuxième sens, la volonté comme autonomie. J'en ai fini, j'en ai un dernier point, un tout dernier point, c'est promis.
Je crois que si on veut être à la hauteur du défi, à la fois éthique et politique de la dépendance et de la vulnérabilité liée à la maladie d'Alzheimer, il faut, et là je rejoins ce qui a été dit à l'instant, il faut ne pas rater cette idée de réciprocité. Ne jamais oublier que les personnes dites dépendantes ou vulnérables ne sont pas toujours, n'ont pas toujours été et ne sont jamais uniquement des bénéficiaires de l'aide ou des soins de l'entourage et de la société. Ils ont été, ou seront, ou sont encore, à un certain niveau, à l'autre pôle de la relation d'aide. Ils ne se réduisent pas au statut d'aider ou d'assister. Ils seront, ou ont été, aussi des aidants, même si ce ne sont pas les personnes qui les aident aujourd'hui qu'elles ont aidées. On rejoint ici une très belle idée qu'on trouve dans un entretien de Jean-Pierre Vernant qui dit qu'on ne peut pas les abandonner pour la simple et bonne raison que nous avons une dette vis-à-vis d'eux. Non pas une dette individuelle, il la définit par, j'appellerais ça une dette cosmique, au sens où on n'a pas une dette vis-à-vis d'une personne en particulier. On a une dette liée au fait qu'on n'oublie pas notre interdépendance fondamentale. Et Vernant dit que c'est un bonheur de s'acquitter de cette dette. Il ne dit pas que c'est un plaisir. Il dit que c'est un bonheur au sens où on se réalise dans l'accomplissement de cette dette. Autrement dit, je crois que c'est ainsi qu'une société humaine perdure, parce qu'elle n'abandonne pas ceux qui sont à ses marges, et parce qu'elle n'arrête jamais de considérer que, même en perte d'autonomie, ils font et continuent indéfiniment de faire partie de la communauté des humains. Je vous remercie.